étudiants, bienvenue dans cette conférence en ligne organisée par l'École nationale des sciences appliquées de l'Université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal. Avant d'en venir au sujet de cette conférence, je tiens à remercier chaleureusement la direction de l'université, en la personne de Monsieur le Président, professeur Hmina Nabil, dont l'écoute, les encouragements et le fort soutien ont beaucoup aidé à faire aboutir cette conférence sur tous les niveaux. Je saisis cette occasion pour remercier nos deux chères dames, professeur Hana Hashimi, secrétaire générale de l'université, et Madame Adlaoui Isha, secrétaire générale de l'ENSA, dont le dévouement n'a jamais fait défaut, spécialement en cette période de crise sanitaire que connaît notre pays. Tous les membres de notre comité d'organisation sont également à remercier, professeur Boutaline, professeur Amin, docteur Aït-Yassine, docteur Fauzi. Ils ont donné de leur temps et de leurs idées pour la réussite de cet événement. Je n'oublierai pas bien sûr nos chers étudiants pour leur motivation et tous les efforts fournis. Enfin, je ne peux passer outre ma reconnaissance envers professeur Talal Shakir, professeur en sciences économiques, politiques et sociales, chroniqueur et débatteur à Lutz Radio et président de l'association Unis pour Scolariser, notre invité d'honneur qui a répondu favorablement et sans hésitation à notre invitation. Je vous cède la parole, professeur Hmina Nabil. Merci Maria. Bien alors, monsieur le vice-président des affaires académiques, madame la secrétaire générale de l'université, madame la secrétaire générale de l'ENSA, chers conférenciers, professeurs chers Maria, mes amis, chers professeurs, chers étudiants et chers étudiants, chers partenaires, chers représentants de la presse, honorable assistance. Tout d'abord, à Washir Moubarika et Moubarak Saïd, d'avance, je crois que c'est permis, que nous allons le fêter, Inch'Allah, en fin de semaine. Espérons que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, dans ces circonstances difficiles, que vit le monde entier frappé par la pandémie, que Dieu puissant nous protège et espérons que nous allons réussir très prochainement à sortir de cette crise. Je voudrais ensuite vous exprimer ma grande joie de participer à cette séance d'ouverture de cette conférence en ligne intitulée Covid-19, confinement, étape transitoire vers le changement, qui s'inscrit évidemment dans la conjoncture actuelle, aussi bien nationale qu'internationale, et qui nous concerne tous. Je félicite donc très chaleureusement Madame Zimzami Maria de l'ENSA de Bni Mellal pour le choix de cette thématique et que nous organisons en ligne compte tenu justement de cette décision d'urgence sanitaire et le confinement obligatoire prise par beaucoup de pays touchés par la pandémie, notamment celle prise par le gouvernement marocain depuis 16 mars dernier. Et bien, par cette initiative, nous démontrons que cette période de confinement a au moins ce côté positif, celui d'avoir permis à notre université de se réinventer, non seulement sur le plan pédagogique et de gouvernance, qui connaissent, alhamdoulilah, aujourd'hui une continuité remarquable, mais également sur le volet de la recherche scientifique qui est concrétisé par l'organisation de plusieurs conférences nationales et internationales et toute une série de webinaires et conférences programmées de ce mois de mai, dont celle d'aujourd'hui, qui a le mérite d'être la première à l'ENSA et qui s'intéresse à une problématique qui touche tous les citoyens marocains. Donc, bravo à l'ENSA et bravo à Madame Zimzami Maria, qui modère aussi cette conférence. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais simplement, au nom de l'université Sultan Moulay Slimane, saluer et remercier très chaleureusement le professeur Talal Shakir, que nous connaissons tous à travers Lutz Radio, d'avoir accepté de participer à ce webinaire malgré ces moments de crise et ces nombreuses préoccupations. On aurait souhaité, comme je le disais à l'instant, vous recevoir à l'université,
mais je pense que ce n'est qu'une partie remise. Je voudrais également remercier les professeurs de l'université qui, par leur engouement, ont fait un excellent travail pendant cette période de confinement et qui a énormément contribué à une image positive de l'université. Je remercie également les organisateurs pour l'excellent travail accompli pour la réussite de ce webinaire, et puis la presse locale et nationale, certainement connectée aujourd'hui par une autre pour la couverture médiatique de cet événement. Peut-être Fix Radio, on n'en sait rien. Et puis le secteur de la santé est extrêmement utilisé pour combattre l'épidémie, que les médecins et l'ensemble du personnel des hôpitaux qui font aujourd'hui un travail exceptionnel pour soigner les personnes contaminées, trouvent notre estime, ainsi que les autorités locales et les services sécuritaires qui veillent à accomplir leur devoir national avec fermeté et responsabilité pour protéger les citoyens pendant cette crise, pendant cette période de danger sanitaire sans précédent, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu glorifie et protège. Je souhaite plein succès à ce webinaire. Merci. Je vous remercie, cher Président. Donc, le sujet de cette conférence paraîtra un peu classique dans la mesure où la majorité des événements récemment réalisés ou en cours en cette période de la pandémie due au nouveau coronavirus traitent l'un de ces volets, à savoir économique, social, politique, sanitaire. Mais en l'état actuel des données, son importance reste très cruciale et touche tout un chacun de nous. Avec la politique de confinement imposée par nos gouvernements respectifs, en ces moments tant pénibles pour l'humanité, chacun de nous a certainement dû prendre du temps de réfléchir à la vie en général et à sa vie en particulier. Souvent, cette réflexion se produit sous forme de rétrospective qu'opère notre mémoire une fois qu'elle est stimulée par un événement ou tout autre facteur inhabituel. Cette introspection peut s'avérer très bénéfique et très efficace car elle permettrait de mieux changer, de corriger les erreurs du passé, d'améliorer certains choix ou décisions, voire même d'opérer un grand revirement ou carrément une volte-face dans sa vie. Et c'est justement grâce à ce caractère psychanalytique personnel qu'elle revêt qu'il est souhaitable, voire même indispensable, de l'opérer le plus souvent possible. Je cède la parole à notre invité d'honneur pour cette conférence, professeur Talal Shakil. Il est à noter que l'intervention de professeur Shakil sera suivie de quelques questions dans la mesure de la disponibilité horaire. Donc, je vous cède la parole, professeur Shakil. Bien. Bonjour à tous et merci en tout cas d'avoir été aussi vigilant pour saluer l'ensemble des équipes qui encadrent dans notre pays la gestion du Covid. Merci mesdames et mes amis, merci monsieur le Président pour votre mot plein de sagesse et de responsabilité et merci à tous les étudiants d'être présents. Alors bien sûr que le Covid-19 a été explicité, il a été discuté à plusieurs reprises et j'imagine sous plusieurs angles, mais il est important aujourd'hui, dans la situation que l'on vit, qui est extrêmement volatile et extrêmement changeante, bien entendu, d'avoir encore une fois les regards, les lectures, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient sur le marché du travail, comme je vais l'évoquer au niveau de mon diaporama, ou sinon qu'elles soient sur le plan du financement même de nos entreprises pour l'après-Covid-19. Donc, ce qui est important, c'est effectivement que l'on soit dans une réflexion complète, une réflexion avec un regard croisé. J'en profite pour juste valider si on m'entend, c'est tout. On vous entend, professeur Shakil. Parfait, impeccable. Donc effectivement, une vision qui doit être à regard croisé. Je sais que vous êtes ingénieur, donc votre domaine de prédilection n'est peut-être pas essentiellement l'économie ou l'environnement économique, mais je sais que vous êtes assoiffé de savoir et de culture, et c'est important de compléter votre formation par ce type effectivement de sujet. Donc je vais aborder 5 points essentiels qu'on voit d'ailleurs sur l'écran. Le premier point va concerner la société marocaine, c'est-à-dire quelque part une vision sociologique
Je veillerai également à présenter l'intervention de l'État, mais aussi tout ce qui concerne l'industrie marocaine et également le financement de l'entreprise pour avoir un regard croisé, un regard qui soit le plus complet possible. Alors, premier point, première notion qu'on va voir ensemble, c'est celle de la société marocaine. On a posé la question, facteur de cohésion sociale ou effectivement rupture. Alors justement, c'est important de commencer par la société. Hein. Je suis attaché là-dessus. Pourquoi? Parce que quels que soient les événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, que ce soit une guerre, que ce soit une victoire d'une équipe nationale lors d'une Coupe du Monde, que ce soit le Covid-19, ça va laisser des traces et impacter la société civile. C'est important de le rappeler. La société vit des changements. Parfois, ces changements sont rapides parce qu'elle est obligée de s'acclimater comme aujourd'hui. Et parfois, ces changements prennent du temps, ce qui est le propre de beaucoup de sociétés. Alors, ce qu'on a pu remarquer, premier point, au niveau de la gestion du Covid-19, c'est qu'on a réveillé une société civile et une immense solidarité. Elle était effectivement déjà en veille, mais aujourd'hui, on a remarqué que les citoyens marocains qu'on avait tant montré du doigt comme quoi ils étaient relativement dans une forme d'égoïsme, ont prouvé que la société était solidaire. Et une solidarité sociale, eh bien, ça peut être le complément d'un travail étatique. Parce que dans les sociétés développées, ce qui fonctionne, ce qui permet à la société d'être active et de progresser et d'aller vers le développement, c'est le maillage entre d'abord un État qui soit capable d'apporter des réponses en termes de prestations, mais aussi une solidarité qui soit lectrice de son environnement, être sensible à l'environnement. On a pu voir des chaînes de solidarité, on a pu voir du bénévolat, on a pu voir un certain nombre de générosités. Et je crois que cela est aussi d'abord un facteur peut-être pas nouveau, mais en tout cas à appuyer, à valider et à confirmer avec le temps dans un élan national. C'est important de le rappeler parce que ailleurs, il n'y a pas eu autant de mobilisation. Deuxième point, nous sommes à la structure familiale, effectivement. Vous avez pu remarquer que ce temps-là nous a permis de rester à la maison, de rester plus souvent. Et je pense que la question de la famille, qui en Europe aujourd'hui est une question qu'on a voulu balayer d'une main et qui aujourd'hui va ressurgir en France, notamment en Italie, en Espagne. Pourquoi? Parce que dans les EHPAD, les établissements pour personnes handicapées et âgées, on a pu voir qu'il y a eu une grande détresse humaine, un drame, pas parce qu'il y a eu des décès, mais parce que les gens sont restés seuls, abandonnés. Et cette structure familiale nucléaire que nous avons, nous, au Maroc, on doit la garder, on doit la préserver. Il faut apprendre à vivre avec sa famille. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont séparés de leur famille ont commencé à comprendre le rôle de la famille. Pas uniquement le rôle financier, mais le rôle dans l'équilibre. Beaucoup ont perdu dans leur équilibre, dans leur pertinence, parce qu'ils sont partagés par rapport à la famille, ils sont séparés de leur famille. Et aujourd'hui, on va effectivement, je pourrais y répondre au niveau des questions plus tard, il y a une relecture du tissu familial, qui est un tissu de solidarité. Aujourd'hui, quel est l'élément qui a pu apporter une réponse, ne serait-ce que partielle, au Covid-19 chez nous? Il y a beaucoup de jeunes qui ouvrent le micro. Veuillez le couper, s'il vous plaît, parce que ça revient à mon oreille. Merci beaucoup. Et donc, la structure familiale est une structure extrêmement importante dans le sens où elle va permettre la relecture de la société. Le libre-échange, la mondialisation, l'argent nous a fait oublier beaucoup de valeurs. Alors qu'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que l'on partage? Quelles sont les valeurs qui sont revenues subitement? C'est le partage, la compassion, penser à l'autre, passer du temps avec les siens. C'est ça la nouvelle forme de la société, effectivement, qu'on pourra avoir dans quelques semaines, si on arrive à réfléchir bien sûr là-dessus. On va effectivement passer maintenant à l'autre diapositive qui va traiter effectivement la notion de socialisation comportementale. Tout simplement, nous avons vu des comportements qui ont changé. C'est très important de s'attacher à la société et à la socialisation. Parce qu'aujourd'hui, on a pu voir des citoyens, ne serait-ce que faire la queue, porter des masques, respecter les distances. Bien sûr, ça n'est pas encore général, mais il y a une grande mutation. Et ceci, on était incapable de le dire il y a quelques jours. On était incapable de voir dans notre pays des personnes faire la queue. C'est un changement social. Le changement de comportement, même en ligne, même au niveau de la consommation. On a gagné plusieurs années.
c'est peut-être plus valent quelque chose. Et effectivement, d'aller vers ce qu'on appelle le changement de comportement de la société et une rupture sociale pour entamer le changement social. C'est important. On a gagné quelque part, j'allais dire, grâce à ce qu'on vit aujourd'hui, un comportement qui va se généraliser. Parce que c'est compliqué le changement. Il est dur à mettre en place. La rupture sociale est difficile. Elle met des années, voire des siècles. Mais aujourd'hui, vous allez voir que notre comportement a changé en l'espace de quelques semaines. Et ensuite, notre société, celle qui valorisait certains métiers et qui humiliait d'autres métiers. Regardez le métier des techniciens de surface, ceux du nettoyage. Regardez le métier de l'enseignant, le métier de l'instituteur, le métier de l'infirmier, le métier du transporteur. Tous ces métiers qu'on a sous-évalués, qu'on a dévalorisés, que la mondialisation a dévalorisés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des métiers de starification. Le football, le domaine du chant, le domaine du cinéma, la starification de certains métiers leur a valu beaucoup d'argent. Mais on a pu voir quand même dans notre société une forme d'injustice. Une injustice quant à l'équilibre des ressources, quant à la bonne redistribution, quant à la méritocratie. Qu'est-ce qu'on envoie à nos jeunes aujourd'hui qui voient aujourd'hui certains métiers réussir, qui n'ont peut-être pas beaucoup de bagages intellectuels et qui voient des métiers où il y a eu beaucoup d'efforts, j'allais dire, ne pas être aussi valorisés dans notre société. Donc aujourd'hui, il est temps de réfléchir l'utilité à la starification. Arrêtons de penser starification et pensons utilité. Il y a des métiers qui sont très utiles aujourd'hui et qui doivent être valorisés parce qu'ils servent à sauver des vies tout simplement. Donc, la lecture des métiers va être inversée. Et si vous avez suivi le discours de Macron il y a quelques jours, l'un de ses premiers, quand il s'adressait à la France, il a lui-même dit « Je vais changer, j'ai compris quelque chose ». Et il le dit, il le reconnaît. Il reconnaît devoir changer parce que demain, il va falloir valoriser autrement. Et dans notre pays, l'enseignant, le médecin, l'ingénieur d'ailleurs, les personnes qui travaillent dans l'ombre et qui maintiennent notre société en connexion, en électricité, en eau, en communication, tous ces gens-là qui sont des petites mains derrière qu'on ne voit pas, doivent être valorisés. Donc, la synthèse, quelque part, sociologique du Covid-19 doit nous apprendre à réfléchir effectivement d'abord la consistance de notre société, nos liens sociaux, l'importance de la valeur de nos aînés, bien entendu, et le respect, et surtout la lecture des métiers. Donc ça, c'était le premier point concernant le côté social, le côté de la sociologie de notre pays. Et bien sûr, le débat est encore très long, il est très riche aussi, mais il va nous mener vers un point secondaire qui est celui de l'État-providence. Alors, je vais quand même le définir parce que je sais peut-être que vous n'êtes pas de formation économique. L'État-providence, c'est un État qui intervient, qui va veiller à ce que l'équilibre économique dans un pays soit respecté. L'État gendarme, c'est celui qui va prendre en charge les populations en difficulté. Dans notre pays, ceci n'existe pas, ou très peu. Nous avons un État qui subventionne certaines denrées alimentaires de première nécessité. Nous avons un État qui verse très très peu d'allocations pour les enfants scolarisés. Et nous avons un État qui pas de la formation. Bon, vous avez parfaitement de la formation au Maroc au niveau surtout de la formation collège-lycée et la difficulté que l'on vit, la situation de l'enseignant et le système de santé. Donc tous ces éléments-là existent au Maroc, mais ils ne sont pas dans la qualité qu'on attendrait. Ils ne répondent pas à la qualité que souhaiterait le Marocain aujourd'hui. Parce que le Marocain est devenu très exigeant, il faut bien le savoir. Il y a une belle évolution de nos compatriotes dans l'exigence. Aujourd'hui, regardez, entre parenthèses, comment et avec quelle fierté nous avons effectivement plus ou moins géré cette crise du Covid et nous sommes devenus peut-être aussi des exemples que le monde a cités. Oui, c'est vrai que tout n'est pas rose, oui, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses, mais il n'empêche que pour ce jeu-là, pour cette situation-là, on a été cité comme exemple. Et je crois que si on a cette référence, on a pu avoir cette exemplarité, c'est qu'on est capable de faire plus tard, c'est qu'on est capable d'avoir notre modèle. Et c'est sur ça que personnellement je me bats, le modèle marocain. Nous devons inventer un modèle et ce modèle doit être exportable. Pourquoi nous allons
importer le modèle turc ou le modèle américain ou le modèle anglais. Nous pouvons inventer notre modèle aujourd'hui. Je pense que depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au trône, depuis 2000, depuis 99 jusqu'à 2020 aujourd'hui, ça fait maintenant 20 années, nous avons gagné en maturité, nous avons gagné en beaucoup de choses. Nous avons perdu certaines choses, mais nous avons gagné beaucoup de choses. Et le solde est positif. Et ce solde positif doit nous permettre justement d'être capable d'être dans l'invention du modèle. Premier point concernant cette invention du modèle, elle va toucher, première chose, eh bien, les allocations que le Maroc a pensé à verser. Il l'a fait de façon spontanée, il l'a fait de façon rapide, il l'a fait de façon anticipée. Les Marocains ont pu voir le versement de certaines allocations pour perte d'emploi. C'est une situation qui n'existait pas. Certes, il y a l'IPE, hein, ce qu'on appelle l'indemnité pour perte d'emploi, qui a été mise en place il y a quelques années, qui n'est pas encore rodée, mais aujourd'hui, près de 900 000 personnes, 900 000 ont demandé une indemnité pour perte d'emploi et ont reçu pour une grande majorité d'entre elles, le chiffre c'était bel et bien de 750 000, les autres sont à l'étude, mais en tout cas, c'est un phénomène qui a vu le jour. Pourquoi il est important? Parce qu'il n'existait pas auparavant. L'État marocain ne se souciait pas du citoyen, il se souciait des équilibres macroéconomiques. Donc aujourd'hui, on a mis en place une allocation pour perte d'emploi et c'est important d'en parler parce que ça va être le début de quelque chose pour justement supporter en cas de crise, peut-être mineure, parce qu'il y en aura d'autres, en cas de crise mineure, nous aurons déjà l'ADN de l'allocation et de la gestion de crise et de la gestion du chômage justement spontané, du chômage effectivement improvisé par des crises et des situations imprévues. Deuxième point, l'allocation pour tout simplement les démunis. Donc, l'allocation pour les démunis est une allocation qui a été versée pour les personnes qui sont titulaires du RAMED et celles qui sont titulaires de rien du tout, tout simplement. C'est une première. L'État marocain a versé entre 800 dirhams et 1200 dirhams, presque aveuglément, presque sur l'honneur. Et ça aussi, c'est une nouveauté. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de s'accrocher à ça, parce que c'est le début de quelque chose. Et je vous dirai quoi? L'allocation pour les démunis, déjà l'État a quand même démystifié cette situation et il a compris qu'il pouvait donner de l'argent à des personnes qui n'avaient aucun papier par simple déclaration sur l'honneur pour justement venir en aide à cette situation de Covid-19 et de ne pas créer en plus de la crise sanitaire une crise sociale. Parce que le plus grave, le plus dur, et on l'a vu en Inde, on l'a vu également un petit peu aussi au Liban, on l'a vu au Brésil, on l'a vu aux États-Unis. Ce sont des situations qu'on a pu voir parce que les États n'ont pas été réactifs quant à l'amortissement de cette crise et aux pertes de revenus effectivement subies. Donc, nous avons additionné deux types d'allocations, celle pour perte d'emploi, réglée par la CNSS, et celle pour effectivement les démunis. Autre aide et autre allocation qui a été versée par l'État, eh bien, nous avons remarqué qu'il y avait la prise en charge tout simplement du Covid-19. Alors là aussi, c'est une nouveauté parce que quand des pays ont préféré, je cite la France, l'Italie, l'Espagne, qui ont été pris de court, ont peut-être à peine envoyé ou permis aux citoyens un contact par téléphone ou par vidéoconférence, au Maroc, eh bien, la prise en charge est totale et même ce qu'on appelle la convalescence est prise en charge. Voici quand même des signes importants, des signes qui dénotent d'une participation de l'État. Même les autorités qu'on a pu croiser ont été d'une grande sagesse. Elles ont travaillé, elles ont changé leur langage. La police, les forces auxiliaires, l'armée a changé son comportement pour être dans un comportement d'échange. Il y a eu beaucoup d'écoute. Et ça, c'est nouveau, ça aussi. C'est le nouveau rapport du pouvoir avec le citoyen. Eh bien, tout cela, pourquoi? Pour aller, et j'espère que le Maroc va le faire, vers une liste nationale, vers un listing national. Aujourd'hui, nos listings de la pauvreté, nos listings du besoin sont frais. Ils sont frais à 80%. Ils sont frais et vrais à 80%.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un plan national, nous avons la liste de personnes en difficulté, la liste de personnes sans moyens, sans budget. Et grâce à cela, nous pourrons largement être capables de lutter contre la réelle pauvreté et surtout établir la bonne redistribution. La redistribution d'abord verticale, celle de l'impôt, mais aussi horizontale, celle effectivement des allocations. Donc, c'est un point sur lequel le législateur va se pencher pour réfléchir des textes de loi capables justement d'apporter des réponses sur la situation de notre société. Et j'aimerais aussi qu'on soit capable d'alerter lors des prochaines élections, même vous en tant que jeunes, vous en tant que jeunes électeurs, d'alerter les nouveaux candidats pour le nouveau Parlement de 2021 probablement, sur la question justement du social qui a été tellement laissé de côté, mais qui s'est imposé aujourd'hui à cause, j'allais dire, et en même temps grâce au Covid-19. On arrive au point de l'industrie et au point important concernant la localisation des entreprises et ce que nous a fait comme mal le libre-échange. Alors moi, je fais partie des personnes qui ont beaucoup critiqué le libre-échange. Je l'ai critiqué avec mes étudiants, on l'a critiqué avec nos élèves et je l'ai aussi remis en question sur les ondes nationales, sur la radio où je participe effectivement à une émission. On a souvent mis et appelé à ce que notre pays révise effectivement sa politique industrielle. Alors, depuis les années 95, le Maroc a participé à la mondialisation, il était obligé de le faire. On a commencé à être un pays intéressant. Je ne dirai pas tout, hein, je laisserai la suite peut-être pour les questions qui vont venir, mais effectivement, nous avons eu droit à un beau libre-échange pendant un moment. On a découvert des frontières ouvertes, on a découvert des produits étrangers et surtout, on a découvert de la délocalisation, c'est-à-dire des entreprises qui voyageaient. Dans les années 95, on a découvert la Chine. C'était le premier pays qui acceptait les délocalisations. L'avantage, c'est que le coût en Chine était très faible, le coût du travail était très faible, et donc on pouvait se permettre largement de pouvoir effectivement envoyer nos entreprises pour ensuite ramener des produits pas chers. Aujourd'hui, on a constaté que l'Union européenne hésitait beaucoup à laisser ouvertes ses frontières. D'abord, ses frontières de tout l'espace européen, mais aussi les frontières intra-Union européenne. Aujourd'hui, on constate qu'un pays comme l'Italie, comme la France, comme les États-Unis sont en train de réfléchir leur dépendance économique à des pays comme la Chine et qu'il va falloir effectivement relocaliser. Aujourd'hui, l'heure économique est à la relocalisation. Il va falloir relocaliser, c'est-à-dire essayer d'appeler tout simplement les entreprises à revenir à la maison, à revenir à domicile et bénéficier effectivement d'une politique tout simplement de gestion. Alors, premier point concernant cette relocalisation concerne essentiellement les entreprises locales. C'est un point important que nos entreprises locales, les premières à souffrir, les premières qui créent tout simplement de l'emploi au niveau des jeunes, les premières à sauver nos économies régionales, locales, les premières à répondre à des attentes dans une ville comme Bni Mellal, comme Talat Serna, comme Berchid, comme Srirat. Ce sont des entreprises locales extrêmement importantes et qui sont capables d'apporter la valeur ajoutée attendue localement. On n'a pas besoin je ne vais citer aucune marque multinationale, mais on n'a pas besoin de multinationales, de fast-food, ni de distribution de lait, ni quoi que ce soit pour vivre. On peut très bien fonctionner localement. Et c'est l'occasion de réfléchir la relocalisation. Et quand je dis entreprise locale, je ne parle pas de petites mesurettes pour voir si tout va bien, pour faire semblant et puis oublier. Non, la vraie entreprise locale, celle qui a permis à l'industrie européenne de se développer. L'entreprise locale a besoin, eh bien, tout simplement, d'une réelle politique de relance. Une politique de relance, soit par le budget, éventuellement, soit par la monnaie. Alors, il se trouve que dans la prévision, et je le dis avec toute honnêteté, qu'a pu voir Sa Majesté le Roi en octobre dernier, le vendredi, le
le premier vendredi d'octobre, c'est le jour de l'ouverture de la session d'hiver au Parlement, il a prononcé un discours très important. Il a invité les banques à réduire leur taux d'intérêt. Regardez aujourd'hui, tous les pays revoient avec leurs banques le taux d'intérêt. Et ça, c'est important parce que notre pays a commencé à le faire. Il l'a anticipé. Il a entamé cette réflexion-là. On peut y revenir si vous voulez. Mais la politique de relance, elle est essentielle, soit par la monnaie, bien sûr, par la baisse du taux d'intérêt bancaire, et je pense que dans notre pays, ça se fait, mais ça peut ne pas être suffisant, par une relance, par la demande, c'est-à-dire, comme ce qu'on a vu antérieurement, booster la demande, encourager la demande locale pour pouvoir acheter au niveau des entreprises locales. Une ville comme Beni Mellel, une ville qui est riche, notamment au niveau agricole, cette ville-là, si on venait à lui donner un coup de boost au niveau de sa demande intérieure, au niveau de son pouvoir d'achat, cette ville va consommer, elle va créer de la valeur ajoutée, elle va permettre à ces entreprises locales d'exister et peut-être de passer du local au régional. Et on aura mis en place un levier de développement. Arrêtons de penser le levier de développement comme étant un levier mondial. C'est un échec. De 1995 jusqu'à 2015, c'est-à-dire 20 ans, 25 ans, voici le résultat de la mondialisation. Le résultat de la mondialisation, chers étudiants, c'est qu'en l'espace de 3 semaines, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des millions de personnes se retrouvent dans la pauvreté parce que justement, nous n'avions prévu aucun filet de secours si jamais il y avait crise. Ça fonctionnait parce que ça consommait. Et ça fonctionnait. Et attention, même si ça consommait au niveau des années de la mondialisation, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont alerté l'opinion publique mondiale. Je vais reciter beaucoup de mouvements, je ne sais pas si vous les connaissez, des mouvements sociaux qui ont marqué le monde. D'abord en 2011, le printemps arabe. Le printemps arabe n'était pas politique, il était économique. Parce que sont sortis demander ces jeunes? Ils sont sortis demander de la dignité, de la justice sociale et de la liberté économique. Ils n'avaient pas les moyens. C'était la pauvreté qui a créé cela. Après, ça s'est converti en politique. Ça, ce n'est pas un problème. Juste après le printemps arabe, en 2011, en 2013, va venir le printemps financier en Europe, où des millions de jeunes vont sortir en Espagne avec le mouvement Podemos, en Grèce avec le mouvement Syriza, en France avec le mouvement Nuit debout qui va devenir les Gilets jaunes, en Angleterre avec le UKIP, aux États-Unis avec Occupy Wall Street. Partout dans le monde, il va y avoir une réaction à la mondialisation. Et tout récemment, tout fraîchement, les Gilets jaunes, eh bien, qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Macron? Ils ont dit « nous avons faim ». Vous vous rendez compte? La 5e puissance mondiale, dire qu'ils ont faim ou qu'ils avaient faim, que les retraités n'ont pas de quoi manger. Voilà ce qu'est la mondialisation aveugle, la mondialisation dont on ne veut plus aujourd'hui. Si on veut encore applaudir la mondialisation, je veux une mondialisation qui respecte l'Afrique. Je veux une mondialisation qui respecte les pays pauvres. Regardez ce qu'a donné la mondialisation. Des migrants qui sont morts dans les eaux méditerranéennes. Et regardez aujourd'hui, la dignité est revenue un petit peu à l'Afrique, puisque l'Afrique aujourd'hui, pour l'instant, s'en sort au niveau du Covid. Et pour l'instant, eh bien, ce qu'on craint aujourd'hui, c'est l'immigration nord-sud. Ce n'est pas le sud-nord, vous allez voir. Quand les frontières vont s'ouvrir, le Maroc aura peur d'ouvrir les frontières parce qu'il va craindre le virus européen qui est très puissant aujourd'hui. Voilà les grandes questions qu'il faut soulever. Donc, l'histoire qui privilégiait bien sûr le nord, le sud, le nord par rapport au sud, aujourd'hui repose des questions du sud par rapport au nord. Donc voilà un petit peu la situation qui s'impose à cette relocalisation qui doit être réfléchie pour booster, valoriser l'entreprise locale, booster la relance que l'État marocain peut faire et doit faire en compagnie de la Banque du Maroc et des instances, ainsi que du comité qui est en train de réfléchir effectivement, de réfléchir le modèle de développement. Je pense qu'on y était là aussi. On y était sur ce modèle de développement qui devait absolument réfléchir un nouveau Maroc. Ça aussi, ça a été créé il y a juste 3 mois. Et regardez, c'est tombé à pic, c'est tombé dans le rendez-vous. Et là, on arrive au libre-échange. Le libre-échange, il n'a été libre que pour les pays européens. Et l'échange, on ne l'a pas vu, nous, en Afrique. Pourquoi? Parce que si vous prenez notre pays,
Nous avons signé plus je crois, d'une cinquantaine d'accords de libre-échange. Je vais vous dire quelque chose. Nous ne sommes excédentaires avec aucun pays. Vous entendez? Aucun pays. Le Maroc a signé un accord de libre-échange avec une foultitude de pays et il n'a gagné rien du tout avec aucun pays. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si vous cherchez la Turquie, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, tous ces pays-là sont des pays avec lesquels le Maroc est déficitaire. Même la Jordanie, je pense qu'on est déficitaire. Que veut dire déficitaire? Ça veut dire que le Maroc, eh bien, importe, il achète plus qu'il n'exporte. Ça veut dire quoi en économie? Ça veut dire que vous achetez des produits étrangers, que vous payez en devises, et quand vous vendez vos produits, ils n'achètent que très peu de chez vous. Donc vous êtes déficitaire. Donc vous dépréciez votre monnaie. Donc vous appréciez leur monnaie. Est-ce que le Maroc a besoin de pots de confiture turque? Est-ce que le Maroc a besoin de casseroles turques? Est-ce que le Maroc a besoin de jeans turcs? Voilà la question qui est posée. Est-ce que nous ne sommes pas capables de consommer et d'avoir notre industrie? La Turquie est un modèle qui a réussi grâce au nationalisme économique. Nous devons faire preuve de nationalisme économique. Il est important que l'on soit capable de repenser ce modèle national parce qu'il est vivant. Et nous avons la chance d'avoir une population jeune, très jeune, qui peut être capable largement d'apporter une réponse à la consommation s'il en avait bien sûr les moyens. Autre point concernant effectivement cet après Covid-19, eh bien c'est l'emploi. C'est l'emploi et ce qu'on appelle effectivement l'employabilité. C'est-à-dire, dans le domaine de l'emploi, il y a ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire votre capacité à rester demandé sur le marché de l'emploi. Voilà, vous êtes des ingénieurs, enfin, vous serez, Inch'Allah, des ingénieurs. Dans quelques années, vous serez diplômés. Vous allez soit intégrer directement des centrales ou des centres d'emploi. Peut-être que dans 5 ans, vous allez perdre en connaissances. Et ceux qui prendront vos places à l'université seront plus frais que vous. Donc, si vous n'activez pas l'employabilité, si vous ne recherchez pas, si vous n'étudiez pas, si vous ne lisez pas, eh bien, vous perdez en employabilité. Et l'employabilité au Maroc doit refaire surface, et je vous dirai comment. Avec ce qu'on appelle la requalification. La requalification est importante. Requalification, c'est-à-dire actualiser son diplôme, actualiser sa formation. Le premier point, d'ailleurs juste après le Covid-19, et j'attends avec impatience, vraiment, de tout cœur, un discours de Sa Majesté le Roi pour qu'il puisse faire le tour de la question après le Covid et qu'il pointe les domaines que nous devons d'urgence travailler et qu'il les suive parce que malheureusement, même quand il donne ses instructions, très souvent, on constate qu'il a besoin de faire à plusieurs fois un rappel et nous devons être dans ce rappel nous-mêmes en tant que société civile, nous-mêmes en tant que jeunes et qu'individus et que responsables, nous devons utiliser nos réseaux sociaux pour la bonne cause, pour notre pays, pour le pays dans lequel vous allez vivre et dans le pays pour lequel vous aurez des enfants. Donc c'est important de nettoyer tout ce qui ne va pas dans notre pays et l'occasion s'est présentée. Vous savez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de décisions ont été prises. L'Europe qui vous plaît tant, les États-Unis qui vous séduisent tant, sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont nés en 1950. La presse, la liberté, le développement, les routes, l'industrie, 1950. Eh bien, après les grands événements comme ceux-là, on renaît. Pour nous, le Maroc, on doit renaître après ça. Moi, je dis franchement, c'est un don de Dieu qu'on a pu avoir. C'est un signal du ciel. Il a freiné toutes les machines. Il a tout arrêté, tout le monde. Et il a mis tout le monde sur les starting blocks, c'est-à-dire sur un départ de 1500 mètres. À nous maintenant de prendre le bon départ. Et pour cela, il faudra être capable de varier la formation initiale. Et elle me fait mal, la formation initiale, celle des écoles primaires, celle des écoles de quartier, celle des petits patelins, où malheureusement il y a un immense manque, immense manque. Et j'en profite pour vous dire qu'avec un certain nombre d'amis, nous avons créé un mouvement, une association pour être capable
justement de fournir à tous ces enfants, même s'ils ratent l'école publique, une école privée pour qu'ils soient inscrits. Et ils sont pris en charge par un groupe de bénévoles. C'est important. Un enfant que vous prenez, que vous intégrez dans une école, vous lui offrez beaucoup de choses. Et j'ai une image que je répète souvent. Je n'habite pas très loin d'une zone populaire à Casablanca, et quand je fais mon marché, j'ai deux images. J'ai une école que je connais, qui est fermée, et j'ai invité Monsieur le ministre à la rouvrir à plusieurs reprises sur les ondes nationales et sur mes réseaux sociaux. J'invite Monsieur le ministre, Monsieur Hamzazi, à ouvrir cette école. Pourquoi? Parce qu'à 4 mètres de cette école, à 4 mètres, 1, 2, 3 et 4, jouent des enfants dans la boue. Jouent des enfants dans la boue, sans scolarité. Ces enfants devraient être dans cette école, dans des bancs. Et on est capable aujourd'hui de mobiliser les entreprises pour acheter des bancs, pour repeindre l'école, parce que c'est notre école, c'est notre quartier. Il n'y a pas d'autre clé que celui de la formation initiale. Si nous ne sommes pas dans la formation initiale et avec sérieux, eh bien, on continue à prendre le mauvais chemin. La famine demain, on ne mourra pas de faim demain. Personne ne meurt de faim. Par contre, la famine, elle va être cérébrale. Si vous n'étudiez pas, vous serez affamé et vous ne saurez pas. Et aujourd'hui, on a pu voir comment notre système était fragile. Regardez, Internet, la télévision, toutes ces mesures-là, moi je les applaudis, c'est très bien, mais honnêtement, ça n'est pas sérieux. La formation n'a pas suivi malheureusement. Sur la télévision, et à la télévision, c'est bien, j'applaudis, mais ce n'est pas encore ça. Et sur les plateformes scolaires, ça ne fonctionne pas. Vous avez la chance d'avoir votre plateforme. Eh bien, sachez que beaucoup de lycées fonctionnent encore sur WhatsApp. Vous vous rendez compte? Ça n'est pas sérieux. Un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans ne peut pas suivre un cours sur WhatsApp. Donc, nous ne sommes pas prêts. Et nous devons travailler. Nous devons prendre cet élan-là parce qu'il n'est pas coûteux. Il n'est pas coûteux. Et il va permettre de connecter 38 millions de Marocains et d'arrêter de dire « Ah, vous savez, dans la campagne, ils ne peuvent pas aller à l'école. » Non, ils pourront aller à l'école. Et les tablettes, beaucoup ont offert des tablettes pour les enfants. Et je reviens à mon premier point, la solidarité. Tout le monde est capable de mobiliser. Je suis capable de mobiliser. Tout le monde est capable, je vous le promets. Demain, on mobilise des millions de personnes pour la bonne cause et pour notre pays. Soyons un petit peu égoïstes pour une fois. Soyons responsables parce que sans la formation, eh bien, malheureusement, on n'ira pas loin. Vous avez la chance d'être dans l'école où vous êtes. Mais il faut savoir que des millions de Marocains ne sont pas dans cette formation-là. Et cette formation initiale, elle est la base, justement, de l'après-Covid. Parce que l'après-Covid va donner lieu à des transformations de métiers. L'intelligence artificielle fait partie de notre vie aujourd'hui. Et vous verrez qu'après le retour du Covid, beaucoup ne reviendront pas à leur bureau. Beaucoup vont être remplacés par la machine. Beaucoup vont être remplacés par le télétravail. Beaucoup vont voir leur travail réduit au télétravail parce que l'entreprise va comprendre qu'elle est capable de fonctionner autrement. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'abord d'une formation initiale, globale, générale, démocratique, massive. Et nous avons besoin aussi d'une formation pointue. Arrêtons la banalisation de la formation. Arrêtons d'entasser dans des formations qui ne sont pas pointues. Il faut aller vers le pointu parce que nous avons les capacités de le faire. Regardez, nous avons découvert qu'il y avait, enfin pas découvert, nous le savions, mais ça a été publié, les laboratoires en Chine comptent des Marocains qui font de la recherche. Les laboratoires en France comptent des Marocains qui font de la recherche. Les laboratoires aux États-Unis comptent des Marocains qui font de la recherche. Les laboratoires partout dans le monde comptent des Marocains qui font de la recherche à très haut niveau. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces pays? C'est qu'ils sont partis un jour parce qu'ils n'ont pas été écoutés. Nous avons un esprit scientifique. La preuve en est votre capacité. Nous sommes brillants. Nous avons un bel esprit. Mais si on le laisse, si on laisse les jeunes seuls, sans formation, à la drogue, à l'alcool, à la rue, eh bien, nous n'arriverons pas justement à un résultat et au résultat escompté. Beaucoup de pays envient nos médecins. Ils les envient. Beaucoup de pays envient nos ingénieurs. Beaucoup de pays envient notre esprit. Ils envient notre pays. Ils envient notre mode de vie, je vous le dis. Nous devons être conscients de ce que nous avons. Et l'appel est fait à toutes les forces politiques pour qu'elles retravaillent ce dossier de la formation. D'urgence, y mettre le paquet. Les enfants qui ont 8 ans aujourd'hui, si on travaille 10 ans, en 2030, rapide, nous étions prêts à travailler un mondial pour 2000, je ne sais trop combien.
si nous travaillons la formation aujourd'hui jusqu'en 2030, tous les gamins qui auront 18 ans en 2030 seront forts, ils seront intelligents, ils seront autonomes, ils auront peut-être un métier parce que justement, ils vont profiter de formations, les formations gratuites, s'il vous plaît. Soyons dans la formation gratuite dès demain. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de jeunes, peut-être que vous ne le voyez pas, qui ont 20 ans, qui n'ont pas de formation, qui ont raté l'école, qui ont fait des stupides, qui ont fait les bêtes pendant des années, mais qui à 20 ans, 21 ans se réveillent et veulent rentrer en formation. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus, parce que notre pays n'a pas de formation gratuite, ou en tout cas pas beaucoup, ou pas ouverte à tous, et forcément tributaires de diplômes qu'ils n'ont pas. Mais prenons-les, ils veulent travailler, ils veulent créer de la valeur. Et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer, grâce à la formation et la flexibilité, les jeunes actuellement qui sont en détresse et qui vous disent « je veux travailler, j'ai raté l'école, mais je ne peux pas ». Soyons dans la récupération, la bonne récupération. Un jeune de 25 ans ou 23 ans, vous n'allez pas le laisser à la rue. Si vous lui offrez une formation de 3-4 ans dans ce qu'il aime, l'artisanat, la télécommunication, les paraboles, la réparation de produits industriels, tout est à prendre, tout est intéressant, tout est utile. Et soyons dans les métiers par région, là aussi. Arrêtons, s'il vous plaît, cette éducation nationale, cette formation nationale. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut qu'on soit un pays qui donne une formation par région. Un jeune qui habite la région de Jdida, une région agricole, eh ben, s'il a envie de faire de l'agriculture, poussons-le vers l'agriculture. Faisons de lui une référence agricole. Faisons de cette région un vrai porte-drapeau. Créons de la qualification, de l'innovation, Vous vous rendez compte, dans notre pays, l'orange est notre produit phare. Vous savez qu'on ne sait pas fabriquer un jus d'orange? Est-ce que vous le savez? Les jus d'orange au Maroc, avec tout le respect qu'on a, ne sont pas bons. Je suis désolé. Ils ne sont pas bons. On n'est pas capable. On n'est pas leader. On n'est pas leader du jus d'orange. L'orange, oui, mais pas le jus. Vous vous rendez compte, cette petite valeur ajoutée, ce qu'on aurait pu faire avec? En France, ils sont devenus leaders de quoi? Du fromage. Le fromage, c'est quoi? C'est du lait, un petit peu de fermentation. Ils sont leaders. Ils en font des pôles touristiques. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous, on a un pôle touristique de l'orange? Moi, je vends le Maroc avec le pôle touristique orange. Dans l'orange, il y a du chocolat, il y a du jus, il y a d'autres produits médicinaux, il y a des produits pour la peau. Il y a un musée de l'orange qu'on peut mettre en avant par région. Donc, soyons dans la réflexion régionale. La région de Marrakech, son tourisme, la région de Bnimlal, la région de Tanger. Chaque région a sa capacité, chaque région a son potentiel. Offrons une formation régionale, et si ceux qui veulent faire médecine font médecine, c'est pas grave. Mais si ceux qui ne veulent pas préfèrent la région, eh bien, ils n'ont qu'à développer la bonne région. Notre tourisme est en train de prendre un grand coup. Il va en prendre davantage, parce que nous ne savons vendre jusqu'à maintenant qu'un verre de thé, un petit peu de boulefave et du sable. C'est tout ce qu'on sait vendre. Les touristes, quand ils viennent, vous savez qu'aujourd'hui, les statistiques de satisfaction, c'est 3 touristes sur 5 qui ne reviennent pas au Maroc, malheureusement. Un peu dégoûtés. 3 sur 5 ne reviennent jamais. Donc, on est capable, par région, de réfléchir cet emploi. Nous devons solliciter l'intelligence régionale, les universités, les chambres de commerce pour travailler le besoin en métier et travailler un plan de qualification. Arrêtons d'attendre que ça tombe du ciel, que les entreprises vous recrutent, parce qu'aujourd'hui, les entreprises font des calculs, et encore plus aujourd'hui. Soyons dans l'auto-entrepreneuriat, mais le vrai, celui qui accompagne les jeunes et non pas qui, justement, les laisse dans une situation de détresse, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. On a eu, nous, dans notre pays, une multitude de propositions, plein de projets pour jeunes. Combien ont réussi? Combien ont réussi à mener jusqu'au bout les étudiants et les jeunes, effectivement, vers la qualification? Donc, l'emploi est à réfléchir de façon extrêmement importante. On arrive effectivement au dernier point, avant de vous donner la parole, bien sûr, concernant le financement. Alors là aussi, on est dans un grand point d'interrogation. Vous savez que nos entreprises marocaines, souffrent de la rentabilité. On a 6 points de moins en termes de pourcentage que les entreprises de la région MENA, c'est-à-dire la région méditerranéenne et Moyen-Orient.
on est presque les plus mauvais en termes de rentabilité. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse la mise en place d'une vraie politique, justement, d'accompagnement d'entreprise en termes de capital et être un vrai levier pour les startups important. Et il va y en avoir des milliers aujourd'hui. J'ai vu des milliers de jeunes. Quand je me promène dans mon quartier, les jeunes m'interpellent pour me dire, voilà, il y a un jeune qui a créé une entreprise de livraison. Il a compris. Il a bac plus rien du tout. Et il a créé une entreprise. Il a été loué 4 mobylettes. Il livre maintenant. Il livre et il gagne de l'argent. Il crée de la valeur. Et bien voilà, regardez, quand vous donnez les moyens aux gens, quand vous croyez en eux, quand ils voient des choses qui peuvent être positives, ils sont effectivement dans un respect de la créativité. Nos banques, notre fiscalité doit être clémente par rapport aux TPME. Les très petites entreprises sont en souffrance. Les banques sont difficiles et dures avec les PME au Maroc et les TPME. Et il est vrai que la fiscalité permet en effet une exonération pendant 5 ans de l'impôt professionnel, du revenu également de l'IR, mais très souvent, il y a besoin d'accompagner ces entreprises, les accompagner parce qu'elles recrutent aujourd'hui. Donc, il est urgent qu'on revoie des plans d'action de financement et que l'endettement au Maroc cesse d'aller uniquement vers les grandes entreprises, les grandes structures et qu'il aille enfin peut-être vers les petites entreprises, qu'on croit en ces petites entreprises capables de créer de la valeur ajoutée. Parce que justement, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles créent? Elles créent de la valeur, elles créent du bénéfice, elles créent des dividendes. Ces dividendes sont rarement réinvestis. En revanche, la TPE, la TPME, elle va créer de l'emploi, elle va créer du bénéfice qui sera recapitalisé, réinvesti. Il faut qu'on soit derrière, il faut que notre pays soit derrière ces entreprises de petite taille parce qu'elles meurent. Nous avons un taux de mortalité des entreprises, petites entreprises marocaines, qui avoisine à peu près, alors le taux de mortalité infantile est de 3 sur 5. Presque 3 entreprises sur 5 meurent chez nous avant l'âge de 5 ans. Vous vous rendez compte? Avant d'avoir fait 5 ans, l'entreprise petite marocaine meurt avant, sous le poids du banquier, sous le poids de la fiscalité. Les chambres de commerce et les régions qui ont beaucoup de budget, qui ont énormément de budget, sont effectivement dans une capacité largement de pouvoir avoir la capacité de réfléchir, effectivement, une politique qui soit une politique tournée vers la promotion, aussi bien des jeunes que des entreprises. Les chambres de commerce ont les moyens, les régions aujourd'hui ont les moyens de pouvoir développer des budgets intéressants, des budgets qui soient dans le fait qu'on fasse croire et qu'on croit en les jeunes. Tout ça, comment? Grâce à une forme de protectionnisme. Il faut que notre économie soit capable de se protéger. Il faut qu'on soit capable de protéger notre économie des produits étrangers. Nous devons le faire, il est urgent de le faire, parce que cette protection, ce protectionnisme va laisser la place, et bien tout simplement, aux jeunes d'exister. Quand vous importez du chocolat d'une multinationale, quand vous ouvrez partout dans notre pays des fast-foods de multinationales, des cafés de multinationales, est-ce que vous laissez la place aux petits fast-foods locaux de pouvoir se développer, des jeunes qui ont des idées? On ne leur laisse pas la place. Et justement, le protectionnisme doit être dans une politique marocaine sévère pour se protéger. Beaucoup de pays se protègent. Les États-Unis se protègent. La Chine se protège. La Turquie se protège. On doit se protéger et on aura raison parce que notre économie est fragile. Et on se protégera pour mieux aller vers l'Afrique. Parce que l'Afrique aujourd'hui, qui est notre continent, la suite du Maroc, a besoin justement de pays comme le nôtre, de pays qui sont prêts industriellement. Et donc, il est urgent effectivement de réfléchir cette notion de financement des entreprises avec des plans d'action qui soient volontaristes et non pas des plans d'action cosmétiques comme malheureusement on a pu le voir à plusieurs reprises et qui n'ont pas apporté de grandes réponses, sinon effectivement ça se serait su. Voilà, je pense qu'après avoir traité la notion de la sociologie et la société marocaine, effectivement la notion aussi de l'intervention de l'État,
puis l'industrialisation et également le marché du travail, et puis tout simplement la notion effectivement du financement, eh bien, on va peut-être attendre les questions de vos camarades. J'ai dû consommer, je pense, à peu près 50 minutes d'intervention, 55 minutes, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà, j'ai essayé d'être global, général, j'ai peut-être employé des notions économiques peut-être qui ne sont pas de votre compétence, puisque vous n'êtes pas de formation peut-être économique. Je me ferai un plaisir d'y répondre et aussi de répondre à toutes vos questions. Je vous en remercie. À vous la parole, Madame Zemzou. Merci, professeur Chekir. Merci pour cette intervention vraiment très riche et très informative, avec beaucoup d'informations. Je vous remercie infiniment, professeur Chekir. C'est moi. Donc, il y a beaucoup de personnes et d'étudiants qui veulent intervenir. Donc, je vais essayer, dans la mesure de la disponibilité horaire, donc je vais essayer de donner la parole en premier à M. Oussama Bouya pour poser sa question. Bonjour à vous à la tous. parole, M. Oussama. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que je peux avoir la caméra pour voir un peu, voilà, parce que on peut arrêter le diaporama, il est terminé. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, si vous voulez bien, me donner la caméra peut-être? Oui, d'accord. Monsieur Boutsaline, est-ce que c'est voilà. bon, c'est bon. Merci. Monsieur Oussama Bouya, essayez d'activer votre caméra. Peu importe, c'est pas grave pour lui, c'est pas grave. Mais moi, D'accord, voilà. ok. J'avais Donc, vous avez la parole. C'est pour les repères. C'est pour les repères. D'accord. D'accord, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci à toute personne qui a pris de leur temps pour participer à cette conférence. Merci à Monsieur Tala Chakir pour l'intervention qui était vraiment très, très riche et utile. Ah, je suis votre fan, je vous suis sur les réseaux sociaux. Alors, pour mes questions, il y en a trois. Comme vous le savez, le confinement a causé un grand ralentissement dans l'activité économique. Alors, quelles sont les étapes essentielles pour planifier la gestion de la crise résultante, qu'on voit ses apparences dès maintenant? Ça, c'est la première. Pour la deuxième question, vous avez parlé de la mondialisation. On veut une mondialisation bien déterminée et qui respecte bien évidemment l'Afrique et tous les pays pauvres. Comment on peut y arriver à ce résultat? Puis une dernière question dans le domaine qui nous concerne, l'éducation. Alors, on n'est pas encore prêt, vous l'avez dit. Donc, comment vous voyez les résultats dans ce domaine, les examens et les contrôles dans cette période exceptionnelle? Est-ce que ce que l'État a fait est vraiment suffisant ou pas? Et comment on peut, nous, comme étudiants, interagir pour faire marcher la charrette avec ce qu'on peut? Merci. Merci à vous, Oussama. Merci pour votre brillante intervention. Je vais commencer par la dernière sur l'éducation et je vais aussi rassurer tout le monde. Vous savez, partout dans le monde, les cours en ligne ont été extrêmement discutés, c'est-à-dire contestés. Déjà, ça c'est un premier point. Les États-Unis, le Canada, la France aussi, on a pu voir de notre propre regard que ces pays qui un petit peu nous disaient qu'on était en ligne, etc., n'étaient peut-être pas capables d'avoir une si grande efficacité en ligne. D'accord? Donc ça, c'est un point général. Maintenant, bien sûr qu'il va y avoir des modifications à apporter parce que le cours en ligne, bien sûr, il y a d'abord la question de la plateforme, la question de la connexion, ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a aussi l'évaluation. On a bien vu que les évaluations étaient complètement Madame Zemzmi, vous pouvez couper votre caméra si vous le souhaitez. Moi, je veux juste l'étudiant et ce n'est pas un problème. Si vous souhaitez couper la caméra, ce n'est pas un problème. Voilà. Voilà. Je ne vous entends pas. Votre micro ne fonctionne pas. Voilà. Donc, comme je vous le disais, l'éducation au niveau du monde entier n'a pas été en ligne une grande réussite. Maintenant, dans notre pays, le fait que M. Hamzazi décide que seul le premier trimestre soit interrogé au niveau du baccalauréat montre que toute la période, effectivement, confinement n'a pas été démocratique, n'a pas permis à tout le monde de suivre l'enseignement. Donc, pour éviter les soucis, et surtout pour veiller pour l'égalité, ils ont préféré, effectivement, limiter l'examen à quelques leçons au début de l'année quand ils étaient en présentiel. Bien sûr que nous ne sommes pas prêts et il est temps aujourd'hui que nous soyons capables, dès maintenant, de mettre en place des plateformes. Il y a eu des étudiants qui ont mis en place beaucoup de plateformes,
qui ont réussi jusqu'à présent pour le partage d'informations, pour le stockage, le drive, etc. Nous sommes capables. C'est pas grave, on ne va pas regarder derrière. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas possible, mais le souhait, ce serait qu'en septembre, qu'il y ait un travail uniforme sur un plan national, une plateforme nationale, où chaque région puisse avoir son programme, ses outils, sa documentation, son orientation, ses formulaires, que tout soit mis en ligne. Là, on peut le faire. Et pour que l'étudiant soit capable de contacter n'importe quelle école, n'importe quel lycée, n'importe quel en ligne, c'est possible aujourd'hui. Donc, la mise en place est largement possible. Il va falloir la travailler, mais en tout cas, il ne faut pas s'applaudir parce que ce n'était pas bon. Les élèves n'ont pas tous d'abord les moyens, il faut savoir. Moi, j'ai appris que des élèves n'avaient pas de télévision. Il y a des foyers qui n'ont pas de télévision. Donc, arrêtons de rêver. Certains élèves n'avaient pas de tablette. Certaines familles ont un téléphone pour tous. Donc, c'est compliqué le en ligne. Et le en ligne, on peut effectivement, pour les étudiants, offrir, subventionner éventuellement des tablettes. Donc, l'éducation, bien sûr, canevas important à mettre en avant et surtout à revaloriser pour les prochains défis. La mondialisation, elle a pris une grande gifle. Le monde entier a compris que la mondialisation telle qu'on la voit a été à l'origine, je vais dire, complice de beaucoup de décès dans beaucoup de pays européens. Les décès en France, en Italie et en Espagne sont dus à la mondialisation. Pourquoi? D'abord, ces pays-là ont tué leurs industries. En France, ils n'ont pas osé dire qu'ils n'avaient pas une usine pour fabriquer des masques. D'abord parce qu'il n'y a pas d'usine. Deuxièmement, parce que le coût est élevé. Le coût est très élevé. Le salaire minimum en France est de 1 300 €. Le salaire minimum dans un pays comme l'Éthiopie est de 45 €. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier sur la plateforme Internet. Le salaire minimum dans un pays comme la Chine est de 160 €. Donc, on est vraiment sur 1 300 et 45. C'est normal que la mondialisation soit applaudie parce que tout le monde va aller produire à l'extérieur. Mais maintenant, puisqu'on a compris que parfois il pouvait y avoir des urgences où votre industrie devrait être sollicitée, aujourd'hui la France commence à peine à réfléchir la réindustrialisation. Et si vous suivez les chaînes françaises, eh bien vous allez avoir beaucoup de gens qui demandent à la réindustrialisation. Parce que les pays doivent avoir un capital pour pouvoir répondre à une demande locale. La mondialisation, c'est très bien. Mais je ne veux pas de mondialisation qui, effectivement, me humilie effectivement, Mon existence en tant que pays. Oui, pardon. Oui, je vais juste changer la position de ma caméra, on me l'a demandé. Voilà, donc il faut qu'on soit capable de tout simplement d'être capable de répondre à une mondialisation qui puisse respecter les pays. Pas une mondialisation qui profite aux États-Unis, qui profite à McDo, à Starbucks, à Burger King. Vous comprenez? Il faut que cette mondialisation profite aussi à Hamar Burger, qu'elle profite aussi à Rachid Burger. Vous comprenez? Cette mondialisation qui a écrasé les petites entreprises pour les grandes entreprises, non. Que le McDonald's, par exemple, que le McDo, qui est un repas que je ne conseille pas pour plein de raisons, c'est un repas qu'on présente, mais j'aimerais que quand moi je présente mon couscous, qu'on applaudisse de la même façon. C'est ça la mondialisation. C'est qu'on soit dans l'échange. C'est pas dans le unisens. Le unisens, il a écrasé des gens, il a écrasé des peuples, il a appauvri l'Afrique subsaharienne, le Tchad, le Niger, le Sénégal, le Mali, des pays qui souffrent beaucoup, qui viennent chez nous parce qu'ils n'ont pas d'eau. Qui a asséché ces pays-là? C'est la chaleur et c'est le CO2 dégagé par des pays riches, les plus riches de la planète. Regardez le déséquilibre. Donc, la mondialisation doit être revue. À mon sens, elle a aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est quand même des Français qui sont, quand même, ils vivent mieux que beaucoup. Quand ils vous disent on a faim, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mondialisation est un carrefour. Elle est un rond-point. Soit elle prend le bon carrefour pour aller sur le bon chemin, celui de la nouvelle mondialisation, soit elle continue à se casser la figure et les pays vont s'enfermer. Il n'y aura pas de mondialisation. Ils vont avoir peur. Vous allez voir, demain, tout le monde va avoir peur. Dès qu'on entendra le petit mot vie, même pas virus, mais juste vie, tout le monde aura peur. Tout le monde fermera les frontières. Dernier point concernant effectivement le canevas pour notre pays, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on gagne des acquis. Le premier acquis, c'est qu'on a constaté que les Marocains
eh bien, étaient prêts à consommer local. C'est la première urgence. Je crois que la consommation locale est importante. Le gouvernement devrait vraiment répéter en boucle le Made in Morocco. Il y a le Made in France, il y a le Made in Germany, il y a le Made in chez nous. Alors moi, ce que je dis, consommer marocain. Et quand je dis ça, les gens me disent, ah oui, mais vous savez, quand on marocain, on trouve que tout est défectueux, c'est pas très bon, et puis l'entreprise ne répond pas. Je demande à ce qu'on consomme marocain et à ce que l'entreprise soit responsabilisée. C'est comme ça qu'on avance. J'ai eu beaucoup de soucis avec les entreprises marocaines, et je ne dirai pas lesquelles. Et on a entretenu un échange par mail jusqu'à ce qu'on ait trouvé une solution. Je critique le produit. Pourquoi je critique le produit? Parce que quand je l'achète, parce que moi j'achète, je ne vole pas. J'achète tout et je paie. Donc j'ai répondu à une première partie de mon contrat. Est-ce que l'entreprise a répondu à sa deuxième partie? Donc si vous voulez, chères entreprises marocaines, que le Marocain vous fasse confiance, il faut justement respecter son intelligence et être responsable. Deuxième point, les allocations que l'État a mis en place, elles doivent rester. On doit montrer aux Marocains qu'il doit avoir confiance en son État et qu'il arrête d'avoir peur et qu'il arrête de partir pour rien. Si demain vous avez des problèmes de soucis, l'État vous donnera 1000 dirhams. L'État vous donnera 100 dirhams. Et les gens sont capables de participer à ce 3,5 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Parce que justement, si on réveille la demande locale, si on dit aux gens qui n'ont rien, qu'ils peuvent avoir, ils seront une demande intérieure. Pourquoi les pays riches donnent-ils de l'argent aux pauvres? Parce qu'ils sont bêtes? Non, parce que cet argent va être réinjecté. Quand vous donnez de l'argent à une personne qui n'a rien, elle va consommer. Cet argent revient. Nous devons commencer par ça. D'abord, lire localement et ensuite répondre à la demande et continuer à supporter ce problème de redistribution. Merci bien, merci beaucoup. Merci, professeur Chaké, pour vos réponses. Donc, je Merci cède à la vous. parole à M. Hajjaj Saad, à savoir qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps encore. Donc, il faut qu'on optimise en termes de temps pour pouvoir donner plus de chance aux autres participants pour poser leurs questions. Donc, après M. Hajjaj, il y aura M. Hamza Bouzaha. Donc, merci Monsieur Talab pour votre temps. Merci à vous. Merci aussi Monsieur le Président de l'Université, Madame Maria Zemzami et Madame Ladlaoui et Monsieur Boutalim pour ses efforts. Donc, on a découvert de plus le vrai sens de mots confinové. On a découvert que dans cette époque, ou bien dans la crise de coronavirus, pas mal de chercheurs qui sont vraiment perdus dans tout le monde, soit dans les États-Unis, soit dans la Chine, soit Monsef Slaoui par exemple. Est-ce que vous voyez, mon cher monsieur, que le Maroc a bien pris la leçon de bénéficier de ces scientifiques? Ça de un. De deux, est-ce que vous voyez qu'on est capable de changer notre politique économique nationale vers le régional, d'aller d'une façon forte vers la régionalisation étendue? Et merci. Merci à vous pour votre question, une question judicieuse, bien sûr. Alors, première chose, effectivement, concernant le virus. Alors, moi, honnêtement, contrairement à vous, je ne suis pas scientifique et je ne m'aventure pas à répondre sur un plan scientifique. Mais qu'est-ce qu'on a pu constater, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Et puis, de quoi a été faite l'humanité, tout simplement? Vous savez, l'homme a toujours vécu avec les virus et les maladies. Et l'humain a toujours été devancé par le virus, depuis très longtemps, depuis l'an... je pense que depuis que l'homme est sur Terre. Et il y a eu des vagues comme ça de virus, et où l'homme a appris à vivre avec. Et donc, il faut savoir que les virus ont toujours un pas d'avance sur nous. Et comment on a toujours réussi à les dépasser en 1900, en 1800, en 1700, par ce qu'on a appelé la quarantaine. C'est-à-dire que l'humain va être en quarantaine, confiné pendant 40 jours et ne va pas avoir de contact. En général, quand les gens sont confinés, qui ne se voient vraiment pas, eh bien, le virus tue les personnes qui l'ont contracté ou elles en guérissent. Mais celles qui ne l'ont pas contracté ne sont pas touchées et 40 jours après, on peut ressortir. Et en général, le virus est passé, il a été atténué, il n'a pas muté, voire même, on a pu même trouver un petit peu quelques remèdes si vous voulez. Aujourd'hui, on est en 2020. On est face à un homme, un humain, avec un grand H,
assez hautain, il faut le dire. On a été très hautain. On pensait qu'on était très fort. On pensait qu'on était plus fort que tout. Et puis le virus, il a mis tout le monde à la maison. Et aujourd'hui, bien entendu, on a vu que, vous l'avez dit, les scientifiques ne sont pas d'accord. De toute façon, je défie quiconque à avoir une réponse. Ni Dr Raoul, ni professeur Slaoui, ni X, ni Y. Tout le monde tâtonne. Et dans notre pays, on a privilégié un processus, effectivement, qui est celui de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, parce que dans notre pays, effectivement, c'est une population qui est jeune, donc je pense que les médecins traitent à ça. Dès qu'ils reçoivent un cas, c'est tout de suite chloroquine. Donc, du coup, on a, grâce à Dieu, pas le même nombre de morts qu'ailleurs. Ça peut être ça, éventuellement. D'autres disent aussi que le virus n'est pas le même dans le monde. Celui qui a frappé l'Europe n'est pas celui qui a frappé l'Afrique. La Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays qui n'ont pas fait de confinement. Ils sont à 26 morts. Le Sénégal est à 26 morts, 26 décès, 0 confinement, pour vous dire. Donc, vous avez vu que ce n'est pas le même virus. Après, il y a d'autres données. Il y a les données d'immunité alimentaire. Beaucoup estiment que dans nos pays, notre alimentation est plus robuste. Justement, dans les pays du Nord, l'alimentation qui manque de légumes, d'épices, de produits de la terre, tout simplement, ces produits non frais, peut-être a dû toucher le système immunitaire. Donc voilà, on a pu voir effectivement une situation sanitaire qui est assez catastrophique. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. D'ailleurs, moi, j'ai souri quand j'ai appris que le vaccin allait être mis en place. C'est un débat que nous avions eu à la radio. Ma réponse est la suivante. Moi, quand j'étais jeune au lycée, en 1984, on a appris l'arrivée d'une maladie méchante. C'était le sida. Et le sida a frappé beaucoup de gens, il tuait beaucoup de gens, et on en a eu peur. C'était en 84. 84, 94, 2004, 2014, presque 2024. Voici 36 ans que la médecine recherche un vaccin contre le sida. L'a-t-on trouvé? Non. Comment on vit? On vit avec. La grippe, vaccin contre la grippe. On a entendu plein de choses. Je connais plein de gens qui se font vacciner contre la grippe, d'autres non. Et la grippe frappe quand même tous les jours. Et vous le savez que la grippe tue même plus que le Covid-19. Voilà. Aujourd'hui, on a le Covid. Le vaccin, peut-être dans quelques années, dans beaucoup d'années, mais pas maintenant. Le vaccin, oubliez-le, parce qu'il va falloir qu'il soit testé sur beaucoup de personnes, testé sur les saisons, testé dans les conditions. Enfin, c'est de la recherche, c'est de l'argent. Donc, il va falloir qu'on soit capable de vivre avec. Et beaucoup de pays qui ont compris commencent à vivre avec. D'ailleurs, les Asiatiques nous ont devancés. Déjà avec le SRAS, ils ont commencé à vivre avec le masque. Voilà, malheureusement, ça va être comme ça. Ça, c'est pour la première question. Et je ne peux pas dire plus, je ne suis pas effectivement scientifique. Mais le Maroc, pour l'instant, suit un bon processus, celui effectivement de la chloroquine. Pourquoi? Parce que notre population est jeune. En France, pourquoi ils hésitent? Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. C'est parce que s'ils utilisent la chloroquine, on sait qu'elle peut apporter des pulsions cardiaques fortes. Donc, comme ils sont âgés, s'ils l'administrent à quelqu'un qui a 80 ans, c'est un risque de mort subite. Donc, pour nous qui sommes plus jeunes, des gens de 40, 50, 55, je pense que l'État marocain a préféré le faire et il a eu raison jusqu'à présent. Voilà. Donc, à défaut d'avoir une réponse, on prend ce qu'on fait. Si on ne le fait pas, ce serait non-assistance à personne. Ensuite, vous avez parlé des scientifiques, enfin de la régionalisation, effectivement. Est-ce qu'on peut réfléchir une stratégie nationale plus régionale? Il le faut. Il faut qu'on appelle à cela. C'est une urgence parce que vous avez vu que nous sommes décentralisés depuis 1995. Si vous voulez, ça a commencé. Jusqu'à présent, les fruits de la décentralisation n'ont pas été exceptionnels. On a revoté une régionalisation. Et jusqu'à présent, on se dit, mais quel est le pouvoir de la région et celui de la commune? On a l'impression que tout s'enchevêtre. Il faut qu'on réussisse, que nos parlementaires, nos chers parlementaires, après qu'ils soient sortis du confinement, rédigent des textes plus clairs, plus engageants pour la région. C'est à eux de rédiger ce texte-là. C'est eux le législateur. Donc, ils doivent développer une capacité à ce que la recherche-développement soit respectée. Parce qu'un chercheur à Bni Mellal, s'il ne trouve pas de laboratoire, il va s'en aller. Il va s'en aller. Donc, il faut qu'il reste sur place. Et s'il reste sur place, il y a un phénomène de contagion. On crée des esprits, on crée des vertus. Ils oublient.
Vous savez que aujourd'hui au Maroc, on n'a plus de coureurs, quasiment plus de coureurs de fond, de demi-fond. Le Maroc était leader du 1500 mètres. On a eu des médailles d'or avec ça. Quand il y avait Saïd Aouita et le Garrouj, c'est un peu le produit d'Aouita, on avait tout le Maroc qui courait. Et on ne pouvait pas ne pas avoir d'athlètes. Mais moyen, c'est pas grave. Quand il n'y avait plus de références, quand on a perdu ces deux références, on n'a plus d'athlétisme aujourd'hui. C'est pareil pour la science et la recherche. Si vous créez des émulsions, des esprits qui réfléchissent, des esprits qui soient capables, si vous applaudissez la recherche, eh bien, régionalement, on aurait de belles surprises. On aurait vraiment de belles surprises. Voilà, je ne voudrais pas être long, comme ça on peut donner l'occasion à d'autres d'intervenir. Merci. Merci, professeur Talal. Donc, on va clôturer avec la question de M. Hamza Bouzaha. Il y a même M. Yassir Karaili, Abir Boukara. Il y a plusieurs étudiants qui veulent poser des questions, mais comme le temps sert, donc on va clôturer avec l'intervention de M. Hamza Bouzaha. À vous la parole. Alors, juste madame Zemzemi, je voudrais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Je voudrais dire à tous les étudiants de l'ENSA que je me ferai un plaisir de venir à Bni Mellal. C'est une ville que je n'ai jamais visitée. Bien sûr, c'est un plaisir de venir pour une vraie conférence physique et répondre à toutes les questions plus tard, Inch'Allah. Allez-y. Inch'Allah. Bien sûr, ça nous fera énormément plaisir. Professeur, merci. Donc, je donne la parole à M. Bouzaha Hamza. Merci. Je vous remercie, monsieur, pour votre initiative d'animer ce webinaire et pour votre générosité. Et aussi, je veux remercier la comité d'organisation pour leur travail. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Est-ce que la comité de veille économique sera travaillé après ce confinement sur l'injection d'argent au secteur social, c'est-à-dire la subvention des pauvres familles, des coopératives, des petits et les très petites entreprises, sera le négligé afin de relancer l'économie nationale en court terme par la subvention des moyennes et grandes entreprises qui gèrent le marché national et international, sachant que notre économie est très fragile et notamment cette période, elle est entre le marteau de peuple et l'enclume des immenses dettes. Merci, monsieur. Merci à vous, Hamza. Merci pour votre question. Alors, j'ai bien compris, vous avez parlé du comité de veille économique, c'est ça, c'est bien ça, le comité de veille économique. Oui, monsieur. Voilà. Alors, bon, première chose, moi, les comités, les commissions, j'aime bien, mais ça dure une période. Un comité ne peut pas gérer un pays pendant longtemps. Donc, le comité de veille économique, il est là pour veiller économiquement, pour apporter une réponse. Mais dès que le Covid sera parti, j'espère Inch'Allah le plus tôt possible, ce comité doit se convertir en instance stable. Et ce comité doit tendre la main aux instances officielles, que sont les régions, que sont les mairies, que sont les chambres de commerce, que sont les ministères, etc. Ce sont eux qui doivent travailler ce relais-là. Alors, je crois que c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que Sa Majesté le Roi va prononcer un discours et qu'il nous donne une grande vision d'ensemble, comme il sait le faire, sur effectivement l'union nationale. Je pense qu'il y a un mot qu'on devrait dire aujourd'hui, c'est l'ouahda al-wataniya. C'est important. L'union nationale, c'est un mot qu'on utilise beaucoup au niveau des élections parlementaires. On dit c'est un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, on doit avoir une politique d'union nationale. Comment? Première chose, dire aux entreprises importantes au Maroc qu'on vous garantit le marché marocain. Si vous exportez, on pourra voir le pour et le contre. Vous exporterez peut-être un petit peu moins, mais vous vendrez localement. Mais pour vendre localement, on est l'État. On va apporter un appui de subvention pour les personnes effectivement en difficulté. Ensuite, le message doit être donné aux entreprises locales qui auront un marché. Parce que là, vous aurez plus de marché, plus de consommation, puisqu'on aura moins importé. Vous importez moins et vous produisez localement. On est quand même 38 millions, on est capable. Ensuite, il est important de réfléchir
aujourd'hui tous les acteurs nationaux de façon à ce qu'ils soient de vrais relais, à ce qu'ils définissent leurs responsabilités, à ce qu'ils redéfinissent leurs responsabilités et à ce que chacun ait une mission stratégique. 5 ans. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Malheureusement, sur les 5 prochaines années, on risque d'avoir de graves difficultés économiques. D'abord, nos exportations risquent de ne pas sortir parce que les pays vont faire attention, ils sont déficitaires. La France annonce déjà des déficits, donc il faut penser qu'il faut acheter ici. Donc, au lieu d'attendre qu'on nous dise non au visage, donnons à notre demande la capacité d'acheter. Je vous assure que ce n'est que de l'injection. Les grandes crises mondiales, la crise de 29, la crise de 70, la crise de 2008, toutes les crises qu'a connues le monde n'ont été solutionnées que par de l'injection de liquidités. Donc, dans notre pays, il va falloir penser à injecter des liquidités, à permettre aux entreprises de s'entendre pendant un moment sur la nouvelle texture économique, de se dire, voilà, nous sommes un pays, voilà, voici ce qu'on exporte, voici ce qu'on importe, voici ce dont on a besoin, voici notre pouvoir d'achat. Et de réfléchir rapidement maintenant pour le nouveau Maroc. Personne ne pensait que l'État marocain allait donner aux gens 800 dirhams par mois. Ça n'existe pas. Dans l'histoire de la monarchie marocaine, ça n'a jamais existé. Là, c'est arrivé aujourd'hui. Qui aurait pu penser que des personnes convalescentes auraient le droit d'aller à l'hôtel pour se reposer? C'est arrivé aujourd'hui. Donc, on est capable de tout faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir que le comité de veille, justement, soit de redéfinir les agents qui travaillent notre économie et de leur donner des missions. Pour moi, la première mission, c'est de rebooster la demande, travailler la demande, uniquement la demande. Exemple, la rentrée prochaine, en septembre, on va avoir une rentrée. Les élèves auront besoin de cahiers. Ils vont encore nous vendre des cahiers de Tunisie ou des cahiers de Turquie. On n'est pas capable de fabriquer des cahiers. Si on fabrique des cahiers par ville, vous vous rendez compte le nombre d'emplois concrets, le nombre de pouvoirs d'achat concrets? Voilà, c'est ça ce qu'il faut se dire. Vous savez que chaque pot de confiture que vous achetez qui n'est pas de votre pays, c'est un emploi en moins. C'est un emploi en moins. Moins vous achetez de pots de confiture, plus l'entreprise de confiture vendra. Et donc, elle va fermer. Donc, si on continue sur ce train de là, on ne va pas dans le bon chemin. Et justement, c'est l'occasion rêvée. Je ne sais pas, certains ont dit qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée. C'est vraiment l'occasion rêvée pour effectivement être capable de... c'est l'occasion rêvée d'être capable de réfléchir sérieusement toute cette politique effectivement nationale en économie pour être capable de s'en sortir. Si on a le courage de dire les choses, si on a le courage d'être capable d'apporter la bonne réponse avec le bon relais, avec bien entendu la capacité de mettre en lien d'abord le comité de veille avec les instances, les responsabiliser, les chambres de commerce, les régions, les communes, les municipalités, tous ces acteurs-là, avec leurs manques, leurs besoins, et de booster la demande locale, on pourra largement réfléchir à une vraie solution et apporter une vraie réponse. Mais si nous laissions passer ces occasions pour dire, écoutez, on va attendre ce qui se passe, et on attend ce qui se passe, et quand ça va reprendre, on va tout oublier, on n'aura rien appris. Il faut apprendre justement à apprendre des situations et de la conjoncture. Il faut qu'on soit effectivement vigilant. Et il est urgent, vraiment. La question est financière, elle est monétaire. Les gens attendent une réponse, les gens attendent l'État et il ne faut pas rater ce rendez-vous encore une fois. Je vous remercie. Merci, professeur Talal. On veut toujours profiter de votre savoir, mais le temps presse, donc on doit clôturer cette conférence. Donc, je tiens à vous remercier vivement d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous votre savoir. Et puis, j'espère qu'on aura l'opportunité dans de prochaines occasions de profiter davantage de votre savoir, en présentiel, j'espère. Oui. Et puis, je remercie ainsi Monsieur le Président et l'ensemble des participants de cette conférence. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et bonne fête de l'Eid, c'est pour bientôt. Donc, merci beaucoup. Bon fête confinement et bon fête.
Merci. Je dirais juste deux petits mots. Je voudrais vous remercier. Je voudrais dire un petit mot aux étudiants et leur dire qu'ils ont beaucoup de chance de vous avoir. Madame Zendmé et aussi Monsieur le Président, ainsi que Monsieur Oumlil qui m'a reçu. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir parce que vous pensez à eux, vous pensez à leurs réflexions. Et nous, quand nous étions encore jeunes, nous n'avions pas cette chance-là d'avoir des conférences avec des chaînes extérieures. C'est une chance qu'ils doivent utiliser, qu'ils doivent viser. Et il faut dans votre domaine continuer à chercher. Demain, quand vous serez sur le marché de l'emploi, tout le monde sera diplômé. Mais qui aura la chance de travailler? Celui qui aura le plus de connaissances, le plus de capacités. Donc, musclez votre intelligence, musclez votre culture et profitez de l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup et très bonne fête à tous. Merci beaucoup, professeur Talal. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.